Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes sur un nouvel épisode de Entre sérieux joueurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'édition, du créaton à l'édition, et on va narrer l'histoire de 4 serious games en libre accès. Et pour ce faire, j'ai deux intervenants. Je vais avoir Corentin Desplanques. Comment ça va, Corentin? Très bien, merci. Bonjour à toi. Et on a Annick Bertrand. Bonjour, Annick. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Très bien. Eh bien, je vous propose de commencer directement avec une première question. Annick, Corentin, qui êtes-vous et quelle expérience vous ont amené à présenter cette table ronde sur la création de Serious Game, notamment par la méthode du créateur? Moi, c'est Annick, je viens de Belgique, de l'institution Formaform, qui est un service public qui s'occupe de la formation continue et initiale des formateurs. Et donc, dans le cadre de ces différentes formations, on a développé pas mal d'outils ou de propositions dont on s'est évidemment inspiré aussi ici en France. Et donc, on a mis en place depuis quelques années le Créaton. Et donc, Corentin Desplanques, je suis responsable de la formation chez Projection, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement basé à Villeneuve-d'Ascq. On est 45 consultants et formateurs. Et donc, dans le cadre de cet organisme de formation, on met en place aussi des serious games sur nos cœurs de métier. Donc, ça peut être sur de la gestion de projet, du management, de la RSE, de la data, de la transformation de systèmes d'information, par exemple. Et depuis peu, on développe également sur mesure des jeux pour certains de nos clients. Avec des méthodes différentes, et c'est ce dont on va parler Exactement. aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un créaton, on peut aussi appeler ça, pourquoi pas, une serious game jam. Et qu'est-ce que c'est aussi un serious game? Si on commençait par un petit lexique pour aider nos auditeurs et nos spectateurs à comprendre ce qu'on va dire. Je dirais qu'un serious game, c'est un jeu qui vise un objectif utilitaire, souvent pédagogique, mais ça peut être également, collecter des données ou aider à une transformation, personnelle ou collective, par exemple. Donc, voilà, je dirais un objectif avec, un jeu avec un objectif utilitaire. Et pour le créaton, on pourrait donner la définition d'un événement créatif. Donc c'est vraiment on rassemble un certain nombre d'équipes qui sont mises en concurrence les unes avec les autres, en tout cas en challenge les unes avec les autres et qui doivent au terme d'un certain temps, là les formats peuvent varier d'une séance à l'autre, mais au terme d'un certain temps, on va parler entre 9 heures et 24 heures, produire un délivrable, donc un prototype d'un jeu qui doit se faire évidemment sur un thème qui est donné le jour même du créaton. D'accord, donc un événement qui peut durer combien de temps environ? Alors nous, on a proposé des formats 8 heures, hein. Quand on est dans un cadre institutionnel, c'est un peu plus facile. Par contre, j'ai vécu, le créaton de Poitiers qui était en format de 24 heures. OK, très bien. Jamais plus de 24 heures, si? Et on peut aller jusqu'à, 48 heures, par exemple sur, certaines, serious game jam qu'on a pu animer également. OK. Quoi, c'est 2 termes, un créaton serious game jam qui désignent la même chose, hein, c'est, cette, fameuse salade de, de compétences qu'on Mmh. vient, mettre en place au service de la création d'un jeu, le temps d'un week-end ou le temps d'une journée. OK. Et donc si concrètement je m'inscris, pour participer à une serious game jam ou un créaton, qu'est-ce que je vais vivre concrètement? Qu'est-ce qui m'attend en fait? Bah, déjà une belle aventure de créativité et une belle aventure humaine, je dirais. Parce que c'est vrai que c'est, avant tout alors il y a différents formats. Il y a des formats où on vient en équipe et on s'inscrit en tant qu'équipe et on a des formats où on s'inscrit seul et en fait l'équipe elle se constitue, sur place en fonction des appétences, des affinités les uns les autres sur, une manière d'approcher la thématique. Donc c'est, avant tout voilà, c'est cette aventure, collective, créative où on vient, mettre en fait différentes compétences qu'on a les uns les autres, au service d'une thématique qui va être abordée par le jeu. Et j'ajouterais vraiment, bien que ça rejoint ce que tu dis, mais une véritable expérience d'intelligence collective. Parce que dans la création d'un jeu, si aujourd'hui je dois créer seul un jeu, sauf si j'ai une immense expertise, mais ça va être très compliqué. Alors que là, on l'a vu au fur et à mesure des créatons, du nombre d'équipes, heu, aucune équipe n'est repartie sans avoir un prototype. Et donc c'est vraiment cette intelligence collective, cette émulsion, lors du créaton qui permet de sortir avec un prototype, avec évidemment des degrés plus ou moins affiné au terme du créaton, mais on ressort quand même avec toutes les équipes ressortent avec un produit terminé, enfin un produit de Mmh. type prototype terminé. D'accord. Et donc, une journée en fait type, ça va être quoi? Des ateliers où je vais pouvoir me concentrer collectivement avec d'autres à la création d'un jeu? Est-ce que je vais aussi avoir, pourquoi pas, des petits workshops avec des intervenants qui vont nous guider pour apprendre des méthodes? Est-ce que c'est que on est tous ensemble dans une salle, on doit créer un jeu en une journée? Ou est-ce que c'est entrecoupé de certains moments différents? On va essayer de les entrecouper pour apporter quand même un certain nombre de matières, que ce soit sur la thématique ou sur la création de jeux, parce que
Il y a des petits apports théoriques. Alors ça va toujours être des moments très courts, hein, très, très impactants, très courts, mais qui vont permettre, ne serait-ce qu'au niveau de la terminologie ou au niveau des mécaniques de jeu, d'avoir une base plus ou moins commune dans le sous-groupe. Au niveau du thème du jeu, évidemment, là, si les personnes n'ont pas du tout de connaissances, puisqu'elles ne doivent pas s'inscrire en connaissant le thème, eh bien, là aussi, il y aura une petite remise à niveau très rapide aussi de ce type-là. Nous, on organise aussi, mais je pense que vous aussi, vraiment des moments un peu plus ludiques, des moments pour souffler, parce que c'est vraiment enfin, comme on dit chez nous, une casserole à pression, hein. Donc, Mmh. on commence tout doucement en se disant j'ai le temps, et puis à un moment donné, la pression, et on le sent vraiment, ce moment où la pression monte, monte énormément. Et donc, certains groupes ont besoin parfois nous, on a fait venir un marchand de glace. Enfin, ça peut être vraiment des petites choses comme celle-là, mais qui permettent d'un moment donné de se reposer, enfin de souffler quelques minutes avant de repartir dans cette pression. Ouais, c'est ça. En fait, les apports flash vont ponctuer aussi, l'évolution de la création jusqu'au prototype. Donc souvent, les premiers apports flash, pédagogiques vont être vraiment autour de la thématique qui a été choisie, pour la game jam. Après, on va aborder plutôt, des grands sujets autour de c'est quoi un jeu, comment on crée un jeu, c'est quoi ses mécaniques, jusqu'à, comment on prototype, qu'est-ce qui est essentiel quand on vient tester un jeu, qu'est-ce qu'on va mettre de côté, voilà. Au final, comment je viens aussi, pitcher mon projet, de serious game à la fin de la game jam. Donc finalement, c'est autant un moment de challenge que d'apprentissage et autant dans la théorie que la pratique finalement. Donc un créaton, c'est une formation en fait. Bah, c'est vrai on essaye vraiment de mélanger tout ça. Alors après, on n'a peut-être pas autant d'apports pédagogiques, méthodologiques que sur une formation, spécifique à la ludopédagogie. Et par contre, on ressort avec un prototype, ce qu'on n'a pas forcément quand on vient sur une formation. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, c'est de mixer un peu les 2, donner envie à certains qui auraient envie d'aller plus loin de pouvoir se former et d'aller un cran plus loin là-dessus, et en même temps d'avoir cette satisfaction, de chacune des équipes, de repartir avec un livrable concret, en effet. Et vraiment, cette appétence pour la suite est favorisée par ce créaton. On peut voir des personnes qui viennent en formation et qui après éventuellement se lancent dans la création. Mais par contre, des personnes qui viennent vivre un créaton alors qu'elles n'avaient pas nécessairement ces notions, généralement après veulent autre chose. Et donc pas nécessairement une formation, mais vont créer du réseautage, vont aller rechercher des informations, vont se lancer. Mmh. On sent vraiment qu'il y a un petit déclic qui se Ouais, fait lors vous avez créé une de ces dynamique créatons. chez le Oui. participant qui perdure sur le long terme après, peut-être plus que sur une formation qui aurait été plus théorique. Parce que là, ils ont pu pratiquer, ils ont pu échanger, ils ont grandi par rapport aux échanges. On parlait d'intelligence collective. Moi, je sais, j'en ai fait, mais pas sur la création d'un serious game. Et c'est vrai que ce sont des moments assez intenses. Les horaires, on peut rester autant de temps qu'on veut quand ça dure 2 jours. On peut se retrouver des fois à rester très tard le soir, à se lever tôt le matin pour terminer le projet. Mais c'est vrai que sur des formats 8 heures, par exemple, on a cette contrainte de temps, une sorte d'épée de Damoclès un petit peu qui dit: «Ouh là là, on doit délivrer», qui implique de se faire prendre des décisions. Ce qui est parfois un peu compliqué dans la création d'un serious game, qui est là imposé finalement par le format et du coup, c'est très riche d'apprentissage, je trouve. En tout cas, c'est mon expérience de participant. Ça nous apprend à prendre les décisions rapidement, collectivement et puis d'essayer de prendre les bonnes, quoi. C'est aussi ça, En tout cas, de tester rapidement. aussi. Prendre une décision pour au moins avoir une première version qu'on va tester. Ça Mmh. n'empêche pas de pivoter par la suite. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent, hein. On a des équipes qui vont tester un premier proto, arriver à ça, se dire: «Ah OK, bah, ça marche, mais ça marche moins Mmh. bien», ou là, on a moins l'alignement entre, ce qu'on fait vivre dans le jeu et ce qu'on vise en termes d'objectifs pédagogiques. Il faut le penser un peu différemment, Bien sûr. et donc on va repenser certaines mécaniques, certaines manières aussi d'introduire ou de conclure l'activité pour être plus proche de ce qu'on a envie de faire vivre comme expérience. Et je vais rebondir sur ce que tu dis de prendre des décisions parce que c'est l'occasion de parler d'un des jeux, d'un des 4 jeux, qui est le mystère de la chaussette solitaire, qui a Complètement. été réalisé par notre équipe dans les frappés du game qui étaient organisés par Corentin. Mmh. Et donc là, c'était un format du vendredi soir au dimanche soir. Donc heureusement que nous avions quelques bonnes bouteilles de vin pour nous stimuler. Mais néanmoins, c'est un outil qui est sorti. Donc c'est sur la base du jeu dont vous êtes le héros, un ensemble de cartes qu'il faut dans une histoire dans laquelle il faut avancer pour découvrir justement où passent nos chaussettes solitaires. On a cette problématique en Belgique, mais je pense que chez vous aussi. Mais surtout, qui explique en fait, qui aborde les outils de décision collective. Donc, comment prendre une décision collective en fonction de l'impact et en fonction de l'engagement que ça va générer dans les différentes équipes. Et donc, ça, c'est par exemple un prototype, enfin, un outil qui est sorti tel quel Mmh. d'un créaton, enfin, d'un frappé du game Donc à qui est 48 heures, un en serious game est 48 né heures. C'est ça, et il Exactement. est là sur la table. exactement. Et il a vraiment,
peut changer ou pas changer après cette, Serious Game? Alors, l'histoire n'a pas vraiment changé. Les outils de décision ont été affinés. C'est logique, hein, c'est le côté pédagogique doit être travaillé et affiné. Mais on va dire, on peut dire quand même que 70-80 du prototype était présent. Et C'est déjà ensuite, énorme en c'est 48 heures. l'emballage, c'est le graphisme, voilà, c'est affiner le côté pédagogique pour bien donner toutes les balises. Mais oui, Ouais, oui. bah, c'est en fait, c'est un bon format de création parce que, créer un serious game hors contexte créaton, ça prend combien de temps, chez vous, d'après vous? Bah, c'est variable. C'est sûr, mais C'est assez globalement, variable, mais c'est vrai que ça peut prendre, en moyenne. plusieurs semaines. Mmh. Ah, nous, quand on est sur de l'accompagnement sur mesure, par exemple, d'un client, sur de la création, on va être entre, 2 et 6 mois, par exemple, en fonction des sujets, de la disponibilité aussi des acteurs sachants qui ont besoin de travailler, sur ces thématiques-là. Donc voilà, on est plutôt sur ce mode-là. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut très vite, en un temps court, arriver à un premier prototype qu'on va affiner, en effet, plutôt équilibré, sur les mécaniques. On va pouvoir, retravailler au niveau du débriefing comme tu le disais, Annick. Parce que souvent, c'est cette partie-là qu'on a un peu moins le temps de travailler pendant la game jam et qu'on vient retravailler après. Comment on introduit le jeu de façon efficiente? Comment on va pouvoir bien débriefer et approfondir tout le volet pédagogique à l'issue de l'activité ludique? Très bien, et donc là, ça y est, admettons, là, on est convaincu, on se dit: «Le créaton, c'est le bon format». Si je me place maintenant du côté de l'organisateur de ce créaton, bah, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je dois avoir fait pour que ça se passe bien? Alors, avant tout, une bonne logistique. Ouais. Parce qu'un créaton prend quand même du temps à mettre en place parce que le climat, l'ambiance que l'on va créer va être hyper importante dans, ce créaton. Après, c'est choisir aussi un thème, qui va suffisamment parler à tout le monde, parce que c'est un thème donc on va le découvrir le jour même et si le thème ne nous parle absolument pas, c'est quand même plus difficile de faire la démarche d'entrer dans la création. Même si c'est possible, ce sera moins confortable. Donc c'est quand même réfléchir à un thème qui va pouvoir, Fédérer fédérer et aider, exactement, oui. ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Il y a tout ce volet amont qui est important et puis après, il y a tout le volet jour J, en fait, et quelle est la posture de l'équipe d'organisation? Puisqu'en fait, on va plutôt avoir un rôle de coach, d'accompagnant, en fait, le jour même de ces différentes équipes qui peuvent, pour certaines, comme je le disais, se constituer, un instant T. Donc il y a vraiment besoin aussi, c'est un exercice d'intelligence collective qui a besoin d'être facilité, en fait. Donc d'avoir ces facilitateurs qui puissent, tourner dans les groupes au bon rythme, pas trop souvent ni trop peu. Souvent, voilà, une variable d'ajustement qui est pas toujours simple à trouver parce que ça dépend de chaque groupe. Il y en a qui ont besoin régulièrement d'être accompagnés et d'autres qui ont besoin d'être, un peu plus en autonomie. Donc c'est aussi, voilà, ce temps d'adaptation à chacun des groupes pour, pouvoir les aider à avancer et faire du mieux qu'ils peuvent dans ce temps qui leur est proposé de la game jam. OK, très bien. Combien de personnes, participent au créaton que vous avez fait animer, créer, en moyenne? Alors nous, le créaton, donc on avait organisé, sur les décisions collectives, chez Projection avec l'équipe du Labo des jeux, des frappés du game. Il y avait 70 personnes, si je dis pas de bêtises, donc on a fait une douzaine d'équipes. Et vous avez mis combien de temps à l'organiser? On était sur 5 mois à peu près. Bon, 5 mois? après c'était du temps, à côté, Oui, c'est hein, 5. donc Oui, voilà. voilà, ça s'est étendu sur 5-6 mois à peu près. Donc vous avez créé, des, serious games, liés à des créatons ou non, et ça a été jusqu'à l'édition comme on le voit aujourd'hui, et en plus sur des thématiques différentes, et est-ce que vous pouvez nous présenter ces serious games et nous raconter surtout l'histoire, qu'il y a eu derrière, et à quel objectif utilitaire ou pédagogique, répondent-ils? Alors donc, le second, mais je ne vais pas le redire, mais donc c'est bien le mystère de la chaussette solitaire. Ça, c'est l'équipe de Formaform qui s'est rendue au Frappé du Game et où nous avons réalisé ce prototype. Et le deuxième serious game, c'est le jeu Chasseur de Job qui est le gagnant en fait du créaton que nous avons organisé. Donc pas cette année, l'année avant. Et donc il y avait plusieurs équipes en concurrence. Une équipe chez nous, enfin en Formaform en tout cas, il y a le créaton. Évidemment, toutes les équipes remettent un prototype et le prototype gagnant est accompagné, enfin l'équipe est accompagnée par une société d'édition qui va travailler justement les mécaniques du jeu, revoir avec eux les différents jeux. Et donc ça, c'est le jeu qui a été suivi et qui a été édité. Donc c'est un jeu créé dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc c'est un ensemble de cartes et il faut pouvoir défendre à partir des savoir-faire comportementaux, puisque le thème était les savoir-faire comportementaux, défendre une candidature. Alors on a tout d'abord une première partie qui se déroule avec des métiers rigolos, hein, laveur de dents de requin,
perceur de boutons de baleine. Enfin voilà, on va chercher des métiers rigolos, mais ça permet de dédramatiser, la défense de candidature et ensuite on bascule la carte et là on doit faire le même exercice avec des jeux avec des métiers plus réalistes. Alors moi, les 2 jeux que j'ai ici, devant moi, donc il y a Planet Trusty, donc ça, c'est un jeu qui est sorti d'une game jam, organisée à Saint-Malo sur le thème de la confiance et pour le coup, c'était en 2021. Donc nous, en fait, l'équipe qui avons créé ce jeu-là, on était en version distancielle puisque, voilà, il y avait un petit événement, à cette époque. Voilà, donc on a vraiment eu, donc là sur 48 heures, mais en étant chacun chez soi en mode visio, l'occasion de créer ce jeu, ce qui permet de, appréhender un peu mieux comment se développent des relations de confiance. Qu'est-ce qui fait que la méfiance peut se créer à un moment donné dans la relation avec quelqu'un? Et comment on peut ramener ça en fait à plutôt que de gagner la confiance de l'autre, c'est plutôt comment je réponds à ses besoins relationnels. Mmh. Donc là, typiquement, dans le cadre de la game jam, il y avait eu des apports, de certains, psychologues qui étaient présents pour nous expliquer un peu, bah, qu'est-ce qui joue dans les relations, humaines et on a essayé de transposer ça à travers une aventure, ludopédagogique. Et donc la deuxième boîte que j'ai ici, donc c'est Mundito. Donc là, c'est un serious game qui a été créé, dans le cadre d'une game jam organisée par Formaform, justement, sur laquelle, notre équipe projection était présente et dont la thématique était, rendre mon métier plus juste et plus durable. Voilà, donc là, c'était, un format encore plus express puisque c'était vraiment sur, 10 heures, voilà 9h-19h pour pouvoir créer ce jeu pédagogique et donc là, nous, on l'a vraiment orienté sur, la découverte des objectifs de développement durable de l'ONU et donc on a ce jeu qui permet d'aller appréhender, quelles sont les grandes cibles derrière chacun des objectifs de développement durable, de rappeler aussi que le développement durable ne se cantonne pas uniquement à la décarbonation, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui au regard des médias. Il y a pas mal d'autres sujets derrière et de pouvoir travailler une fois qu'on a fait cette partie, ludique sur, et moi dans mon métier, comment je peux activer les différents leviers de développement durable et quels projets je peux mettre en place. Si on prend un des jeux, par exemple, est-ce que vous pourriez détailler toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé? Surtout si vous avez fait partie du côté création, c'est plus intéressant évidemment. On va le faire sur, bah, typiquement sur Mundito. Donc on arrive le matin en créaton. Donc là, on découvre la thématique. Donc on a, souvent une première heure où on va d'abord brainstormer sur la thématique et par quel angle on a envie de l'aborder. Parce que typiquement une thématique comme celle-là, elle peut être, nous, on l'a décidé de l'orienter sur les objectifs de développement durable de l'ONU, mais ça pourrait être complètement différent, plutôt sur, voilà, un jeu spécifique sur tel métier et dans ce métier-là, comment je travaille les objectifs de développement durable, par exemple. Donc nous, on a plutôt fait le choix de le travailler sur, multimétiers avec des métiers très divers. Ça va du pêcheur au médiateur, à l'enseignant, enfin voilà, il y a pas mal de métiers différents qui sont proposés dans le jeu. Donc d'abord, un premier temps là-dessus, on vient décliner jusqu'aux objectifs pédagogiques, en fait. Quels sont les objectifs pédagogiques qu'on va se fixer à travers l'activité? Et après, on a ce temps, qui est vraiment sur, donc ce qu'on appelle l'alignement ludopédagogique. C'est, quelle mécanique, je vais mettre en place, quel type de jeu je vais mettre en place pour pouvoir, embarquer ces objectifs utilitaires. Donc il y a les apports flash entre 2 qui permettent justement de faire un petit rappel. Quelles sont les mécaniques de jeu qui existent, voilà, les mécanismes qu'il y a derrière. Et ensuite, donc on a vraiment ce temps, dédié au prototypage et à l'itération, hein. Donc on fait une première version avec des bouts de papier, crayon pour démarrer, du matériel de prototypage. Donc il y a souvent un petit bar à matériel qui est mis à disposition pour pouvoir aller piocher à droite à gauche des choses qui nous paraissent intéressantes à utiliser. Et donc on fait une première version, on affine, on se rend compte de ce qui marche moins. Des fois, on va faire une autre version complètement différente au niveau des mécaniques pour voir si ça peut coller différemment et puis après on essaye de garder le meilleur de ça pour arriver à une version, de prototype final. Et souvent on travaille en parallèle de ce côté mécanisme, le côté narration en fait, puisque c'est important aussi d'avoir cet alignement entre la narration et la mécanique. Donc comment on va raconter l'histoire, de la partie, des objectifs du jeu, pour faire entrer dans l'univers de ce jeu-là. OK, et du coup, vous prévoyez aussi la partie animation? C'est comment on anime le jeu, comment on le présente?
On commence pendant le créaton Ouais, à l'imaginer effectivement, parce qu'on ne va pas juste avoir le jeu en tant que tel, le c'est bien de le matériel, ouais. penser dans une séquence au global. Donc comment il va être introduit, comment les gens vont faire le rapprochement entre, ce monde parallèle La que nous transposition, voilà, cette entre le fameuse jeu et la transposition, ouais, réalité. complètement. Durant la journée, il est possible de il y a un moment où on propose des phases tests et donc de tester le jeu de enfin, l'équipe vient tester son jeu avec des testeurs qui font partie, par exemple, de notre équipe ou qui sont extérieurs Très bien. et ça permet, Frappé du Game, c'était même des personnes qui venaient, tout à fait de l'extérieur qui testaient le jeu et justement, ça permet parfois, si on est bloqué sur un point, l'apport d'un test, va permettre de débloquer Bien sûr. ou de penser, comme tu disais, l'animation. Puisqu'il faut présenter le jeu à l'équipe de testeurs, on va commencer à réfléchir comment je vais présenter ce jeu. Bien sûr, on va voir si, le jeu est trop compliqué à expliquer, si la partie explication est plus Exactement. longue que le jeu en lui-même, si, le jeu quand on y joue, bah, ça mène pas au débrief qu'on voudrait faire Mmh. et est-ce qu'on répond vraiment aux objectifs pédagogiques? Est-ce que Oui. les gens sont partis à l'opposé, ils sont que sur une phase de jeu parce qu'on a fait un jeu qui a le curseur fun qui est un peu trop fort et on n'est pas assez sur l'apprentissage. Enfin voilà, ça dépend après Mmh. ce qu'on veut créer, mais ça permet de Oui. piloter en cours de projet, les ajustements qui sont indispensables pour que ça marche au final quoi, j'imagine. Mmh. C'est ça. Et d'autres choses que tu voulais ajouter peut-être? Non, c'était principalement cette phase de Mmh. test parce que, même on a des personnes, par exemple, qui partent sur, un jeu coopératif et puis lors de la phase de test se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas réussi à développer cet aspect coopératif, que ça déforce leur jeu et donc repartent sur un jeu, plus classique et donc c'est vraiment se dire pendant toute la journée, en fait, il faut à la fois avancer très, très vite pour créer ce prototype et en même temps oser parfois se dire: ben je rebats les cartes, d'une certaine partie du jeu, je les rebats totalement ou on le laisse tomber. Mmh. Et donc, c'est tout ce processus qui est quand même compliqué pour l'équipe et qui Bien peut sûr. parfois mettre quelques équipes sous tension, même si c'est une tension évidemment qui permet de construire et d'avancer. Bien sûr, mais cette pression permet justement, Oui, enfin, moi je la trouve plutôt, utile. Enfin, je veux dire, elle est nécessaire pour justement, de la contrainte naît la créativité. Ça fait C'est grande ça. phrase dit comme ça, Mmh. mais concrètement, c'est vrai que si on a Mmh. trop le temps et tout, on a tendance à laisser aller certaines choses ou à pas les tester. On dit: «Ça ira» et puis là, on est confronté à la réalité, fréquemment. Je sais que généralement dans les créatons, les personnes qui l'organisent tournent dans les groupes pour aller les challenger, poser une question, balancer une énigme un petit peu pour essayer de générer en fait, ce côté: «Allez, soyez créatifs. Mmh, c'est peut-être pas la bonne direction». Enfin voilà, d'aller piquer un peu les équipes. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'opérez? Pour en avoir vécu quelques-unes, généralement, on a le staff qui passe un petit peu pour nous challenger d'autant plus, mais c'est intéressant et de fait, là, on parle du moment créaton. Là, c'est la fin du créaton, le jeu a gagné, par exemple. Quelles sont les étapes maintenant qui font passer le jeu d'un concept qui a gagné un créaton à un jeu édité et utilisé en entreprise? Il y a quoi après? alors, chez nous, mais je pense que là, ça peut être différent Bien selon sûr, les institutions, mais chez nous, en tout cas, il y a un accompagnement ensuite de 3 jours avec une société, une vraie société d'édition, parce que eux ont quand même le professionnalisme bien sûr. que nous, on peut pas nécessairement apporter. Et puis, on a vraiment des équipes qui, parfois, n'étaient pas du tout dans le domaine du jeu. Je veux dire, ici, votre équipe, bah, ils avaient toute leur expertise déjà, ludo, mais on a des équipes qui, parfois, n'ont pas spécialement cette expertise. Donc voilà, il y a cet accompagnement de 3 jours. Ensuite, ça passe par la phase graphiste. Ici encore, c'est une exception parce qu'ils ont leur propre graphiste, mais généralement, l'équipe ne vient pas avec son graphiste. Et donc, il y a la phase où le jeu est retravaillé au niveau graphique. Et ensuite, il est mis en édition dans une société alors qui va le produire. Qui va D'accord. le produire. Est-ce qu'il y a un oui, pardon. Le coût, nous avons des financements, comme nous sommes une institution publique, nous avons des financements et ça nous permet évidemment d'assurer le coût. Mais effectivement, ce jeu-ci, on l'a sorti en plus ou moins 300 exemplaires, revient à 30 €. Voilà, ça c'est un coût classique. Le jeu Mundito, on tourne plus autour de 70 € l'exemplaire. Donc, il faut pouvoir assumer ces coûts évidemment derrière. Et pour compléter sur Planet Trusty, par exemple, où il n'y avait pas forcément cet organisme derrière qui pouvait financer, l'édition d'un certain nombre de boîtes d'exemplaires, physiques. On est plutôt parti donc sur le fait de se regrouper avec l'équipe, hein. Donc là, on avait vraiment créé l'équipe pendant la game jam. On s'est revus plusieurs fois en visio, pendant le confinement, après la game jam pour essayer de finaliser, toute cette partie, pédagogique et après on a une graphiste effectivement qui a travaillé dessus. Donc celle-là pour l'in on elle est pas disponible en version, physique. Par contre, elle sera, d'ici quelques semaines disponible sur notre site, par exemple, en version print and play. Donc là, l'idée, c'est que, chacun puisse aller, télécharger la version numérique et puis l'imprimer par lui-même, pour pouvoir l'animer.
Très bien. Donc on voit d'un côté le fait que dans la game jam, dans l'organisation de la game jam, vous aviez prévu un accompagnement pour l'équipe Mmh, gagnante c'est ça. et là, vous êtes plutôt mis ensemble, entre, personnes qui ne se connaissaient pas avant pour dire: «Bah, tiens, on va l'éditer finalement». Mmh, Donc on tout est possible, c'est en ça, gros, si tant est que les exactement. gens soient évidemment d'accord. Mais je vois qu'on peut l'aborder de plein de façons différentes, mine de rien. Et justement, tu parlais de partager ces jeux sous licence Creative Commons. Déjà, ça veut dire quoi pour ceux qui savent pas ce que c'est le Creative Commons? Donc là, c'est le moment un peu plus technique où on va donc en fait, dans le cadre des game jams, qu'on organise, auxquels on participe, le choix a été fait que les jeux soient créés en licence Creative Commons CC BY SA. C'est précis. Voilà, puisqu'il y a différents types de licences ouvertes. Là, globalement, ce qu'il faut retenir derrière, c'est que, donc déjà, ça devient des open serious games, donc des jeux qui sont accessibles. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site de Projection ou sur le site de Formaform pour trouver ces jeux en téléchargement et pouvoir les éditer par vous-même, les imprimer par vous-même. Par contre, on n'a pas le droit de faire de commerce par la vente directe de l'artefact. De rester libre D'accord, donc. donc il doit rester libre. Heu, voilà, donc on a le droit de vendre une prestation de service qui utilise le jeu, mais on n'a pas le droit de vendre le jeu en tant que tel et on doit, créditer, donc on doit préciser qui est, l'auteur, l'éditeur, du jeu, donc à chaque fois qu'on utilise le jeu, préciser dans quel cadre il a été créé et par qui. OK. On a le devoir d'informer, le créateur de l'avoir utilisé ou pas? Dans cette licence? Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Non, Juste non. le créditer. Donc un Mais vous pouvez le faire si vous voulez, hein, ça fait toujours plaisir et bah, je pense. s'il y en a parmi vous qui veulent utiliser ces jeux, avec vos équipes, avec plaisir, dites-le nous aussi et faites-nous vos retours, comme ça on peut. Mais c'est même très intéressant. Nous, par exemple, ce jeu, il a été utilisé par une université de management ici en France. Et en fait, ils nous ont fait un retour par rapport au jeu en lui-même et par rapport aux outils de décision, en nous disant, mais il y a un outil de décision où vous avez raté une petite nuance. Et donc, ça nous a permis en fait d'apporter cette nuance. Et donc, c'est vraiment du collectif, même après le créaton. C'est dire, ben, en fait, à partir du moment où on le laisse courir, il vit sa propre vie. Et parfois, des personnes disent, là, voilà, si vous voulez que votre outil soit encore mieux, eh bien, apporter cette nuance. Et de fait, c'était effectivement, alors eux, c'était le thème qui était leur expertise, et donc on en a profité. Ouais, c'est très bien. Bah, en fait, je pense que le serious game libre, c'est, la plus belle forme de partage de savoir. C'est-à-dire Oui. qu'on a créé ensemble quelque chose pour le commun et donc cette licence-là permet justement ça, tout en respectant les droits d'auteur des personnes et en donnant un cadre d'utilisation. Parce que c'est vrai que ce serait dommage de créer ça et de voir qu'ensuite il est revendu, en une copie parfaite. Bon, la personne se ferait griller directement, hein, évidemment, mais je veux dire, c'est vrai que ça pourrait y arriver et c'est noble finalement de créer, de faire des créatons sur une thématique qui peut être en plus une problématique sociétale, environnementale forte. On a réellement besoin d'aider les gens à comprendre et à avancer, sur ces sujets et de fait de le rendre libre, bah, ça permet peut-être d'aider à changer un peu les choses finalement. Donc il y a une belle valeur à ça, je pense. Est-ce que c'est la volonté chez vous de faire ça? Bah, c'est vraiment cette idée-là effectivement que, bah, souvent en tout cas nous les créatons qu'on a organisés avec les Frappés du Game chez Projection par exemple, ça reste un événement bénévole en fait, associatif. Il y a pas de donc on veut que le jeu qui en ressorte reste aussi dans cet état d'esprit-là du partage et voilà, on crée ce temps de partage aussi entre les personnes, à travers cette expérience d'intelligence collective et on a envie que ça se poursuive à l'issue de la game jam effectivement. Et c'est valable pour les jeux, pour toutes les ressources. Et nous travaillons beaucoup évidemment avec des formateurs de la formation professionnelle Mmh. qui parfois, sans aller dans la caricature ou le préjugé, mais ils ont conçu leur formation et donc ils veulent rester propriétaires de leur formation. Et en fin de compte, de créer ce réseautage autour d'un jeu, bah, là, ils peuvent partager ce jeu, mais on voit qu'il y a d'autres liens qui se créent Bien entre sûr. eux. Et il y a comme, finalement, c'est pas grave si je ne possède pas ma ressource, si je partage, je peux vraiment l'enrichir et aller Mmh. rechercher d'autres idées Ça dans l'améliore. d'autres ressources. Et donc parfois, c'est juste voilà, un petit moment qu'ils vivent de partage en se disant: ben oui, en fait, ça fonctionne mieux si je partage». Ouais, puis ça dépend de l'objectif qu'on poursuit. Il y a des auteurs de jeux, je parle de jeux, pas forcément de serious game, où leur but, c'est que le jeu soit le plus, joué possible et que quand ils aillent dans des salles de jeux ou des ludothèques et autres, ils voient leur jeu joué par des gens et ils puissent aller à la table en disant: «Bah, je peux vous aider» et tout ça et c'est finalement la création de cette relation humaine.
Par exemple, Corentin, tu parlais que tu as créé, des jeux justement comme ça. Est-ce que tu as encore contact avec les gens que tu as rencontrés à ce moment-là? Peut-être pas, hein, je me trompe peut-être. Ouais, pour certains, oui, tout à fait, ouais. Donc Ouais, c'est complètement. générateur de rencontres et Mmh. pourquoi Il pas y de en a qui projets sont là connexes. aujourd'hui d'ailleurs, Bah, voilà, donc à comme quoi, l'Edinor Pro, qui faisait partie de cette équipe, par exemple, autour de Planet Trusty il y a 4 ans maintenant, donc ouais. mine de rien, ça crée des émotions fortes, hein, un créaton. Vu l'empressement qu'on peut avoir, moi, pour avoir participé, il y a des personnes qui le vivaient difficilement, le côté, on doit changer d'avis rapidement, accepter de peut-être, mettre, 1 heure de travail à la poubelle parce que ça marche pas et c'est révélateur de certaines choses et donc c'est un facteur il y a un facteur émotionnel dans un créaton qu'on n'a pas forcément sur une gestion de projet un peu plus lente. Donc ça, c'est aussi très intéressant à noter, je pense, dans le créaton. C'est vrai que Vous l'avez observé, je pense, ça? tout à l'heure, on a précisé un peu les étapes, factuelles à travers lesquelles on passe, mais il y a vraiment cette courbe émotionnelle pour le coup qui qui accompagne ça. Parce que c'est vrai qu'il y a voilà, on démarre avec l'excitation, la surprise, la découverte de la thématique, ensuite, l'émulsion, l'envie de bien faire, le test, ça marche pas et là, on peut arriver au plus bas et des fois sur les dernières minutes, du créaton, on va proposer une nouvelle version. Finalement, celle-là, elle est pas mal et enfin, voilà, c'est vraiment, ce côté aventure qui est quand même assez chouette à vivre et ça implique côté organisation certes, à faire des apports flash sur, la méthodologie liée à la création d'un serious game, mais vraiment avoir cette posture de facilitateur d'intelligence collective. Donc il y a des temps où on vient juste checker, prendre la température du groupe, comme on dit, et voilà, comment ça se passe pour vous? Comment vous vivez le moment là? C'est OK pour vous? Est-ce que chacun trouve sa place dans le groupe? Ou est-ce qu'il y en a un qui a le sentiment d'être un peu mis de côté, pour telle ou telle raison? Voilà, donc de pouvoir aussi accompagner ça. Et aussi ajuster des petits détails. Alors là, on est vraiment de l'ordre de l'anecdote, mais nous, la 1re année, on avait pris grand panier de friandises, des bonbons et cetera. Mais en fait, quand on est dans un exercice intense en fait, on préfère une pomme ou on préfère un fruit et finalement ça paraît de l'anecdote, mais Mmh. avoir une nourriture équilibrée, vraiment pouvoir prendre l'air, des pièces où que l'on peut aérer, enfin, c'est tous des petits éléments qui participent à l'ambiance aussi. Faire des ateliers, de mise en énergie avec pourquoi pas, de la danse, Mais ça, des j'en avais étirements et On en autres. fait aussi. C'est assez fréquent dans les créatons ou bien même une balade, un thinking walk, où tout à on fait. vient, essayer de trouver les idées juste en marchant à côté, dans un parc qui peut être à côté, en leur disant: «C'est important de le faire». Dans un créaton, nous, on avait eu aussi qui durait 2 jours, du coup, on avait le temps. C'était d'aller faire un micro-trottoir. On nous a demandé: «Bah, vous pouvez, sortir si vous voulez». Et on s'était retrouvé sur la place de Lille à interroger des gens sur la problématique qu'on avait, en savoir, bah, comment on pouvait l'aborder. Et donc ça avait nourri les réflexions, et ça permettait d'alimenter on a fait un test utilisateur, on a fait un questionnement public. Ça peut être très riche parce que ça nous permet aussi d'aller tester et d'aller éprouver des compétences qu'on ne va pas éprouver d'habitude. Par exemple, dans mon groupe, il y avait plein de gens, ils avaient jamais interviewé des gens dans la rue. Bon, bah, du coup, c'est une expérience en plus, mine de rien et dire: «Bah, tiens, je l'ai fait une fois». C'était à l'objet d'un créaton, mais voilà. Et si vous deviez partager des conseils à nos spectateurs pour profiter au maximum d'une Serious Game Jam, justement, quels seraient ces conseils, si j'y vais en tant que participant? Alors moi, je dirais le premier conseil, c'est d'oser. Même si je pense ne pas avoir, de connaissances ou d'expertise dans la création d'un jeu ou que le thème me fait peur puisque je ne le connais pas, de toute façon, ce sera un bon moment. Ça va être un moment de travail parce que ça reste un moment intense de travail et d'apprentissage, mais ça va être aussi la découverte d'un nouvel outil, d'apprentissage et donc ça ne peut être qu'une expérience réussie. Au pire, vous ne serez pas le gagnant de ce créaton-là, mais de toute façon, vous ressortirez avec un prototype, avec un chouette réseautage, et donc ça ne peut être qu'une expérience réussie. Simplement oser y aller, se dire ben, je lâche prise pendant une journée. Ouais, je dirais, voilà, effectivement, faut oser se lancer et puis, hem, je dirais, voilà, il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est la sérendipité. Voilà, donc L'apprentissage par accident? c'est ça, le fait de faire des rencontres fortuites et qui étaient pas forcément ce pourquoi on était venu là. Mais c'est souvent ce qu'on voit, en fait, pendant les game jams aussi, c'est que, bah, il y a des personnes qui étaient venues, parfois entre collègues pour venir créer un jeu et en fait, ils repartent, ils ont des contacts d'autres personnes, Change de métier ils après, changent alors ça peut arriver, pourquoi pas, mais enfin voilà, rencontre un partenaire de vie, ils rencontrent un illustrateur et puis du coup, ils tout continuent à à fait. travailler dessus. Ils rencontrent quelqu'un qui travaille sur telle thématique et ils ont envie de travailler avec cette personne. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, de la sérendipité qui clairement, prend sa place dans ces événements. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces partages. Si vous aviez peut-être un mot de la fin? Votre punchline? Tiens, votre pitch à la fin? Nous avons combien de temps? Oh bah là, allez, 1 minute, même pas?
Non, mais le créatif entre nous 2, c'est lui, hein, donc Dans ces cas-là, je vais en mettant des contraintes, ça vous aidera à trouver plus facilement. Si je vous dis, bah, si vous deviez faire un pitch sur le créaton, de lancez-vous en tant qu'organisateur, en quelques phrases. Mmh. Quelle est la bonne raison de se lancer à créer, à organiser un créaton? Voilà, c'est de mettre vos compétences d'organisation au service, du jeu libre et de la pédagogie innovante. Voilà. Pas mal. moi, je dirais c'est vraiment oser un apprentissage différent, oser montrer un apprentissage. Très bien. Et ben voilà, ce sera les mots de la fin. Encore merci Merci à à Merci vous à toi. Merci à toi, et à Nick. très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci. Salut.